Nous avons avec nous aujourd'hui Azélie Lelon et Loïc Robichon de la société Symbiose, qui vont, je ne vais pas parler plus que ça, qui vont un petit peu nous dresser quelles sont les solutions pour les maraîchers sous abri face aux maladies et ravageurs. On se rendra compte, je vais faire un résumé avant l'heure, on se rendra compte que finalement il faut regarder son système à l'échelle globale, mais pas point par point, problème par problème. Il n'existe pas de solution toute faite, problème par problème. C'est plus une réflexion globale sur son système. Et Loïc et Azélie vont nous expliquer tout ça. Voilà. Bonjour, Loïc Robichon, Symbiose. Bon, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on travaille avec la protection biologique en conventionnel, comme c'est écrit là, en fait, horticulteur, ville, partout où on produit des plantes, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'insectes qu'il n'y a de végétaux. Donc forcément, dès qu'on met un végétal, aussitôt on aura à gérer une population animale dessus. Donc on va ici retracer quelques grandes lignes. On ne va pas vous faire un cours de bio ni de parler de trop de bestioles. On nous a demandé surtout de parler de la gestion des abris, parce qu'en fait on se rend compte qu'une des premières, un des premiers déséquilibres, en fait, c'est pas une mauvaise, mais une non-gestion, une non-respect de certaines données dans l'abri, que ce soit l'hygrométrie, la chaleur. Ça, c'est vraiment des choses auxquelles nous, on fait très attention. Très souvent, ça m'est arrivé d'arriver chez les maraîchers et dire faut ouvrir, faut fermer, voilà. Donc, on va faire il y a un petit diapo qui explique un petit peu les règles de base. On va voir ça avec Azélie. Bon, du coup, quand même, la thématique de base, c'est la gestion ravageurs et pathogènes. Donc, en maraîchage et même quel que soit le type d'agriculture vis-à-vis des plantes, il faut avant tout avoir une plante en bonne santé pour qu'elle puisse se défendre par elle-même face aux diverses agressions qu'elle peut rencontrer. Pour ça, il faut donc avoir une plante en bonne santé, et ça signifie également que son environnement souterrain et aérien soit également équilibré et qu'il n'y ait pas de déséquilibre qui puisse favoriser le développement d'une espèce nuisible. Donc, voilà. Après, quand on est face aux cultures sous serre, sous abri, quand on a pris compte de ces points-là, le climat qui se crée sous serre est indépendant. Enfin, on peut difficilement le maîtriser, dans le sens où ça dépend de la végétation qui est au-dessus, ça dépend du climat qui est à l'extérieur, et donc on va tenter de le gérer au mieux pour éviter qu'il y ait des gros écarts thermiques, hygrométriques qui favoriseraient le développement des ravageurs et défavoriseraient le développement de la plante. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on monte un abri, on ne le monte pas sur rien. Il y a déjà des organismes vivants, que ce soit des végétaux d'abord, bien sûr, de l'herbe ou des adventices, mais il y a aussi des bestioles qui sont dessus. Je pense aux pucerons, je pense à leurs ennemis. Quand on met un abri plastique sur un endroit, il faut comprendre qu'on va créer un espèce de mini-écosystème en dessous de cet abri, et qui va mettre pas un mois ou 2 mois ou une semaine à se faire. Le temps que les végétaux qui sont dessous disparaissent au profit d'espèces qui sont plus résistantes à la chaleur, à celles qu'on va mettre, la population animale aussi va évoluer. Quand on monte un tunnel neuf, nous on sait par expérience que la pollinisation va être difficile parce que les plastiques sont traités contre les UV et que les bourdons ont besoin des UV pour s'orienter. Donc ça fait partie d'un des premiers aspects que nous on compte quand on monte un nouvel abri, mais aussi les populations de pucerons qui vont se retrouver là-dessous. Ça va être exponentiel. Les premières années, tu t'en rappelles, les premières années, les pucerons, ça marche bien, quoi. C'est normal, ils sont dessous, il fait très chaud, humide. Donc après, le sol s'assèche progressivement sous les abris. Et petit à petit, on a une nouvelle flore et une nouvelle faune qui s'installe. Mais il faut bien comprendre que quand on monte un abri, il n'y a pas rien, quoi. Il y a déjà quelque chose qui va être modifié avec le temps. Après, donc là, on ne va pas faire du tout l'éloge ou la critique de tel type d'abri, tel type d'abri. C'est vraiment essayer de vous donner les points clés qu'il faut prendre en compte dans toute la gestion du climat pour avoir un bon développement de la culture et que ce soit économiquement rentable. Oui, donc on en est vite venu à des abris en maraîchage. Déjà dans un premier temps, parce que depuis plusieurs années, il y a des plantes exotiques qui sont apparues dans nos régimes alimentaires, comme par exemple l'aubergine, la tomate, enfin quasiment toutes les cultures d'été, qui n'ont pas en France le climat optimal pour se développer.
surtout en Bretagne. Et donc tout ça, ce sont des cultures fragiles qu'il faut protéger aussi des intempéries, de la pluie, de la grêle, pour forcément avoir un bon développement rapide et une bonne fructification et un bon rendement. Donc les abris ont la capacité d'accélérer le développement des plantes. On le verra aussi, développement aussi de tout ce qui est vivant, même insectes et champignons. Ça permet forcément de rallonger les cycles de production de ces cultures exotiques parce que on gagne quelques degrés jour et nuit, on diminue les écarts thermiques, on peut planter les plantes beaucoup plus tôt et pousser la culture beaucoup plus tard. Et en parallèle également, pour toutes les cultures d'été, en gagnant quelques degrés la nuit et quelques degrés le jour, on peut raccourcir certains cycles de production. Non, rien sur les abris, le choix des abris. Après, c'est bon, voilà, après, c'est ça surtout. Ouais. Bon, forcément, ça a plein d'avantages, mais ça a également des inconvénients. Tout système bénéfique a ses inconvénients. Donc, il va falloir, pour donc, comme je dis, avoir un bon développement de la culture, gérer la température, gérer l'aération, gérer l'hygrométrie par le biais, l'hygrométrie du sol et de l'environnement par le biais de l'arrosage ou de l'aspersion. Gérer également la fertilisation et la rapidité de minéralisation des fertilisants. Gérer la croissance de la culture parce qu'elle va se développer très très vite. Et évidemment, les ravageurs et les maladies. Forcément, à partir du moment où on s'affranchit de l'extérieur, on veut protéger la plante, bien sûr, des intempéries. Mais comme je l'expliquais tout à l'heure, ça va devenir, et comme elle l'explique, un accélérateur. C'est un accélérateur, le tunnel, l'abri, la serre, quel qu'il soit, c'est un accélérateur, mais un accélérateur de tout, quoi. Et c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Accélérateur de la pousse des mauvaises herbes, accélérateur des pucerons, accélérateur de tout le temps. Donc forcément, et très souvent d'ailleurs, les cultures sont mises en place de très bonne heure, les tomates sont mises de bonne heure, on peut avoir des problèmes de pucerons sur la tomate, les auxiliaires qui vont venir manger ces pucerons, eux, sont dans la haie, à l'extérieur, pas du tout à la même température et pas du tout réveillés. Donc c'est pour ça que ça crée une différence de présence. En fait, les pucerons sont là après, quand on arrive au mois de mai, juin, ça se régule parce qu'en fait, on a des auxiliaires extérieurs qui rentrent parce qu'eux, ils se sont réveillés. Mais au départ, il fait chaud dans la serre et pas chaud autour. Et en plus, très souvent, les abris sont fermés pour garder de la chaleur dans la journée, pour pouvoir, parce qu'on parle de gérer la température, mais personne chauffe, à part certains qui sont à côté de centrales, mais autrement, personne chauffe en abri bio et froid. Donc forcément, c'est la chaleur, et pour avoir de la chaleur, on confine. Et comme on confine, on augmente aussi l'hygrométrie. Enfin là, ma collègue va justement parler des optimums climatiques. Oui, là, c'est un tableau pour... forcément, la première chose à prendre en compte, c'est quels sont les besoins de ma plante. Donc là, c'est quelques données qui sont intéressantes à savoir pour les cultures d'été, vis-à-vis de la température de l'air, l'hygrométrie, également la température du sol. Donc pendant les périodes de plantation, on essaye d'augmenter la température du sol, on essaye d'avoir un climat assez élevé. Donc c'est important pour la mise en place de la culture, mais aussi pour tout son déroulement pendant les périodes estivales, où on peut avoir des températures très élevées avec des hygrométries très faibles. Tout ça, c'est des données qu'il faut pas forcément savoir sur le bout des doigts, mais à savoir à peu près dans quelle fourchette thermique et hygrométrique on doit se situer pour un bon développement des plantes. On dit ça parce que nous, on voit le concombre des fois arriver en semaine, 14, 13, 14, ouais, et des fois même avant, semaine 12, un concombre qui est mis, on voit bien l'optimum de température d'un concombre, 20, 25, 20 degrés en semaine 12, 20 degrés. Voilà, donc la plante, elle arrive, elle fatigue dès le départ, elle se recroqueville, le temps qu'elle reparte, que la chaleur revienne, très souvent ça se cumule avec une attaque de puceron ou même du mildiou. La plante, elle fatigue forcément. Donc c'est pour ça que des fois, dans la précocité d'une plantation, nous on voit bien que c'est déjà dès le départ que la problématique elle va se créer en fait. Parce qu'une plante mise dans des mauvaises conditions, ou du moins dans des conditions qui ne sont pas les siennes, elle va avoir beaucoup de mal à s'installer, quoi. Et puis même pendant tout le long de la culture, une plante qui est dans ses optimums thermiques, climatiques, au niveau du sol, au niveau de tout, forcément elle sera plus à même de défendre elle-même face à des agressions.
Sinon, comme nous, hein, quand on a un coup de mou, c'est là qu'arrivent les virus, c'est là qu'on chope les rhumes, enfin tout ça. Les plantes, c'est exactement la même chose. Donc pour le climat, bon là ça paraît tout bête, mais forcément l'abri empêche la pluie de toucher les plantes, d'amener l'eau au sol, d'amener l'eau aux racines. Donc on peut avoir, malgré des fortes précipitations extérieures, une hygrométrie du sol très faible sous abri. Donc ça influe forcément l'arrosage qui doit être continu, mais qui doit vraiment être le plus homogène et le plus fréquent possible. Il n'y a pas d'eau sur les plantes, ça c'est quand même malgré tout très important parce que dans la nature il y a de l'eau, le matin les plantes ont de la rosée, il y a une ondée, les plantes se prennent de l'eau et ça influe énormément sur tout l'écosystème qui peut se trouver sur la plante. Et donc ça peut gêner des ravageurs, ça peut favoriser des auxiliaires. Enfin, ça influe énormément sur tout l'écosystème de la plante en elle-même. Bien sûr, d'un point de vue d'un maraîcher, il ne faut pas d'eau sur les plantes parce que c'est ce qui amène des maladies. Donc on en est bien conscient aussi. C'est pour ça qu'on a mis un abri pour pas qu'il y ait d'eau sur les plantes, mais pas du tout d'eau sur les plantes. Ça influe aussi sur le développement dans la nature. Les colonies de pucerons s'installent jamais sur le dessus des feuilles, comme on peut le voir quelquefois dans les abris, ou les acariens qui montent en tête. Dans la nature, ça n'existe pas, puisque il pleut, il y a du vent, il y a des agressions extérieures qu'on n'a plus du tout à l'intérieur. Comme j'expliquais, c'est le côté accélérateur, quoi, en fait. Hein. Ils prennent des aises qu'ils ne prendront jamais dehors, parce qu'en fait, ils sont limités par les conditions climatiques. Une grosse pluie peut faire tomber une vingtaine de pucerons qui sont sur une feuille, leur casser certains organes, et jamais ils ne remonteront sur la plante. Vis-à-vis du soleil, c'est pareil. Forcément, l'effet de serre, c'est ce qui se passe sous les abris. Il y a toute la chaleur qui passe dans l'abri ne peut pas y ressortir. Donc, on a une élévation rapide de la température qui influence énormément toute l'hygrométrie et toute l'hygrométrie sous serre. Après, selon les types de plastique, ceci, cela, on peut avoir des influences plus ou moins marquées. Mais forcément, il faut gérer aussi cette chaleur qui arrive. Et Azélie a bien expliqué, c'est l'élévation rapide de température. Tous les séristes connaissent bien ce phénomène. Le matin, quand le soleil se lève, dans la serre, la température va monter très vite en fait. Hein. C'est l'effet de serre qui accélère. Donc c'est pour ça que l'ouverture de l'abri, la saison, quand on avance dans la saison, c'est quelque chose qu'il ne faut pas trop retarder parce que c'est là qu'on va avoir justement une plante qui va devenir très molle ou au contraire qui va devoir encaisser cette chaleur. Quand on est dehors, on se dit tiens, le soleil se lève, mais dans la serre, des fois, il fait déjà très très chaud en fait. Hein. C'est le côté rapide du moment où ça monte. Et ça, mais même hors sol, hein, c'est quelque chose qu'ils accompagnent, qui est compliqué à gérer ce moment-là. Donc vis-à-vis de la gestion du climat, les deux périodes les plus compliquées, c'est le début du printemps et en plein été. Globalement, début du printemps, parce que on sort de l'hiver, il y a eu globalement pas des précipitations importantes. Le sol s'est chargé en eau. Par capillarité, forcément, il y a de l'eau dans le sol au moment des plantations. Les plantes, quand on amène la culture, elles ont un système racinaire tout petit, il n'y a pas de soleil, donc la plante pompe peu d'eau. Donc la réserve hydrique du sol reste assez élevée pendant une bonne partie du début du printemps. En parallèle, forcément, vu qu'on a vu les optimums thermiques, on ferme les abris pour avoir une élévation plus rapide de la température, pour se rapprocher du climat de la culture. Et vu qu'il y a de l'eau dans le sol, on ramène de la chaleur, il y a une évaporation importante de l'eau du sol qui fait qu'on se retrouve rapidement dans un climat très humide, très chaud. Et en parallèle de ça, il y a de la condensation qui se forme suite au pont thermique qui se situe au niveau de la bâche. Forcément, l'eau arrive... la condensation arrive sur une bâche qui est froide à cause du climat extérieur. L'eau condense et retombe sur les plantes. Donc là, on a de l'hygrométrie, de l'eau sur les plantes. Donc là, on peut commencer à se dire, et de la chaleur, ça peut commencer à être compliqué. En plein été, c'est plutôt l'inverse. Forcément, la réserve hydrique du sol s'est appauvrie parce que les plantes sont très poussantes. Il y a eu beaucoup d'évaporation de l'eau. Il y a beaucoup d'absorption racinaire. On rapporte l'eau juste qu'il faut pour la culture, pour son bon développement, aussi par souci d'économie d'eau.
Donc forcément, peu d'évaporation, une chaleur importante, donc une hygrométrie très très sèche. Et là, on peut se retrouver des fois à être en dessous des 50, vers les 40. Je ne sais pas jusqu'où on peut descendre en hygrométrie, mais on peut aller à une hygrométrie très très faible, qui est vraiment très compromettante pour le bon développement de la culture. Et je me répète, mais une plante dans des mauvaises conditions sera plus susceptible d'être attaquée par divers ravageurs. Donc vraiment, au printemps, c'est vraiment la gestion de l'hygrométrie, l'hygrométrie trop élevée, et en été, la gestion de l'hygrométrie trop faible. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que le petit logo qu'elle a mis en bas, ma collègue, c'est l'hygromètre, en fait. On n'en voit pas dans les serres, très peu d'hygromètres, alors qu'en fait, il vous donne des indications assez intéressantes, puisque en dessous de 50-40% d'hygrométrie, la plante ne pousse pas. Et au-delà de 80% d'hygrométrie, 90%, on joue avec les champignons, avec les champignons pathogènes, ce que nous on appelle, c'est-à-dire, ça y est, il fait chaud, humide. Là, la serre devient plutôt un développeur de champignons autant qu'un développeur de plantes. Donc, on a des fourchettes des fenêtres de travail qui nous permettent, mais c'est pas mesuré. C'est très rare qu'on voit des hygromètres dans les serres, alors qu'en fait, ça semble être un outil quand même assez intéressant qui nous permettrait justement de savoir si notre plante pousse l'été parce qu'il fait trop sec, et ou l'hiver, ou au printemps, on n'est pas trop humide. Ça veut dire qu'il faut qu'on ouvre parce qu'on a déjà plus de 80% d'hygrométrie. Ça veut dire ouvrir rapidement pour évacuer l'humidité de la serre. Donc c'est vraiment important ces petites données qu'elle a mis en bas. Nous, je trouve que c'est vraiment un outil intéressant. Vas-y. Donc forcément, vu qu'on n'a pas énormément de moyens d'agir sur le climat sous abri froid, ce qui est le plus simple et le plus facile, c'est la gestion de tous les ouvrants pour favoriser une bonne aération de la serre. Bon, selon les constructeurs, selon les serres qui sont installées, il y a plusieurs types d'aération par le haut qui permet de chasser plus facilement l'humidité parce que la chaleur a tendance à monter. Mais bon, ça ne fait pas forcément une très bonne ventilation au sein même de la culture. Après, il y a tous les ouvrants latéraux au niveau à la hauteur de la culture qui permet vraiment de faire une très très bonne circulation d'air dans la plante, dans les allées, dans les entrerangs. Et vraiment chasser l'hygrométrie également. Là, on est plus sur des types multi-chapelles en général, puisque le tunnel tel qu'il est, c'est plutôt l'ouverture comme on voit en bas à gauche, avec des parties qui sont écartées. Tous les producteurs sont appelés... Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est plutôt dans les gens qui sont équipés avec des multis, parce qu'en fait, autrement, c'est vrai que sur un tunnel, le fait de pouvoir ouvrir, ça c'est sur les bouts uniquement, ou dans l'écartement des bâches. On comprend bien que selon l'outil qui est présent, voilà. Mais je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que ce qu'on appelle le point chaud, c'est vraiment au milieu de la serre. Point chaud qui est vraiment l'endroit où c'est le moins bien ventilé. Où au printemps il fait très chaud, très humide, et en été il fait très chaud, très sec. Donc souvent c'est vraiment au milieu de la serre que se développent les premiers problèmes. Bon voilà, c'est différents types d'ouvertures qu'on peut avoir chez plusieurs producteurs. Le côté brise-vent est assez intéressant parce qu'il permet une circulation de l'air tout en protégeant la culture. Parce que c'est vrai que des fois, quand on est dans des périodes très ventées, ouvrir les tunnels n'est pas forcément très facile parce qu'on peut abîmer la culture qui est toute fragile dessous. Donc le brise-vent est assez intéressant pour ça. Bon, le fin du fin, c'est un insect-proof et un plastique par-dessus. C'est encore mieux parce qu'en fait, le plastique a l'aspect thermique de début et dès qu'on peut ouvrir, on ouvre. Mais en fait, l'insect-proof brise le vent. Freine la pénétration de certains insectes quand on enlève une culture à côté ou que ça fait un bon filtre quoi. C'est vrai que c'est l'association des deux. Des fois c'est des choix qui sont faits. Bon après voilà, on sait bien que c'est des investissements, que c'est pas simple, mais bon, c'est la gestion du climat, c'est primordial quand même pour le développement des plantes. Quasiment tous les producteurs d'ailleurs essayent de forcément gérer l'enherbement et on arrive à amener des différents outils différents types de paillage dans les serres. Forcément, eux aussi influencent le climat. On met des paillages complets pour, dans l'idée de limiter le désherbage, mais aussi de limiter l'évaporation de l'eau pour garder une humidité au sein du système racinaire. Un paillage plastique noir également qui capte la chaleur et qui permet d'augmenter la température.
C'est intéressant au printemps parce que ça limite l'évaporation de l'eau, donc on a une hygrométrie qui monte moins facilement. Par contre, en été, c'est un peu le contraire. En été, il y a très très peu d'évaporation du sol, donc le climat s'assèche d'autant plus vite. Il y a aussi le paillage sur le rang. Donc le paillage sur le rang, pour différentes raisons économiques, écologiques. Ça permet d'avoir quand même une surface d'évaporation du sol plus importante. Donc voilà, durant l'été, si on est amené à faire des aspersions, il y a quand même de l'eau qui capte le sol et ça permet de augmenter l'hygrométrie. Bon, par contre, il y a tout l'enherbement qui est à gérer derrière. Parce que forcément, les adventices, donc qui sont des plantes à part des plantes invasives, mais qui sont des plantes de chez nous, on les remet sous un climat sous serre, là, elles se développent très très rapidement. En plus, comme on le disait tout à l'heure, vis-à-vis de la minéralisation de la matière organique, souvent, on ramène de la chaleur de l'hygrométrie, cette minéralisation se fait très vite et on a beaucoup d'azote, ou d'éléments minéraux, pas que l'azote, qui sont disponibles. Et là, les mauvaises herbes, elles croissent à une vitesse affolante. Donc il faut gérer l'enherbement pour éviter ce développement des plantes qui peuvent augmenter l'hygrométrie forcément, mais également être des réservoirs de maladies et ravageurs. Surtout ravageurs, c'est vrai que nous c'est surtout sur les adventices, nous c'est la chasse aux adventices qu'on fait. On rentre dans les serres, on regarde d'abord sur les adventices, c'est là qu'on va voir les premiers pucerons, les premiers, des alrodes ou des acariens, c'est très souvent. Donc c'est vrai que on voit différents types. Alors bon, après le maraîcher fait son choix dans son paillage. Le paillage complet, sur tout l'ensemble de la serre, c'est vrai qu'au moins il limite ces herbes. Alors après, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on fait une espèce de bulle artificielle un peu. Bon, il y a des avantages et des inconvénients. Après, nous, on a un regard des choses, nous qui sont surtout sur le développement des bioagresseurs, c'est-à-dire ces petites bêtes qui vont vous embêter. Après, sur un abri comme la deuxième photo, là où on voit sur les côtés, très souvent il y a des radis l'hiver, donc on arrose avec des asperceurs. Il y a des bandes d'herbes qui sont mises de chaque côté, là au pied juste au pied des poteaux. Ces zones-là sont très difficiles à désherber, très difficiles à enlever, et là on retrouve tout le temps du monde. Donc ça repart de là pour ressauter sur les plantes que vous allez mettre. Quand c'est paillé ou quand on met... l'avantage du paillage, c'est que vous n'avez pas d'herbicide en maraîchage bio. Donc c'est l'huile de coude qui sert, donc moins il y en a à enlever. Nous, c'est notre chasse tout le temps. Il faut savoir que la mauvaise herbe, pour vous, c'est compliqué, parce que c'est une compétition avec les végétaux, et pour nous, c'est que des réservoirs. Mais dans tout type de serre, de toute façon, nous, on cherche les adventices tout le temps, c'est elles qui vont nous donner l'information. Presque tous les bioagresseurs vont d'abord passer par une adventice avant d'aller après sur la culture. Et ils en sont d'autant plus... l'attaque est d'autant plus forte qu'ils peuvent passer par une adventice. On n'a pas encore compris vraiment pourquoi, mais si le puceron vient directement sur la plante, il ne semblerait pas qu'il ait un développement trop rapide. Par contre, s'il peut passer par une adventice, très souvent, son développement après est beaucoup, beaucoup plus rapide. Est-ce qu'il prend l'ambiance? Je ne sais pas. Il faudra qu'on leur fasse une demande. Non, et puis globalement, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent c'est bien de laisser des mauvaises herbes pour laisser de la diversité sous l'abri. Mais souvent, alors à part si on est sur monocotylédone, dicotylédone, où là on n'a pas forcément les mêmes gammes de ravageurs et de pathogènes, globalement il y a beaucoup de dicotylédone qui poussent et là, on a 90% de chances que ce soit des ravageurs compatibles. Il y avait eu des essais qui avaient été faits justement en laissant volontairement des adventices sur les bords d'abri, sur les bords de tunnels comme ça, avec pour objectif, pour volonté justement de développer les populations d'auxiliaires autour de ces populations de pucerons. Alors non. Oui, la diversité à l'extérieur du tunnel, oui, dedans, non, tout va trop vite, ça s'accélère très très vite. Donc, comme je l'évoquais, on peut avoir le puceron présent sur la plante à l'intérieur qui va se développer très vite, mais son auxiliaire naturel, il est encore dans la haie. Il n'est pas dans l'abri, lui. Donc, forcément, on a alors là, on leur donne même un terrain pour jouer. Donc, tout ce qui va être plantation ou aménagement à l'extérieur des abris, on est complètement partant pour cette histoire-là. À l'intérieur,
déjà on garde la place pour produire, et puis de deux, c'est très difficile à gérer, cette histoire, très très difficile. Mais c'est vrai que nous, on utilise ce qu'on appelle la plante relais. Mais par contre, c'est un plant de blé sur lequel il y a un puceron qui lui a un féodé. Donc il va se développer sur ce plant de blé sans risquer de contaminer la culture. Et là, par contre, on peut attendre l'arrivée des auxiliaires et se permettre d'avoir un développement exponentiel de ce puceron. Parce que jamais il ira sur la culture et fera de dégâts. Donc si je te rejoins, Loïc, sur ta démarche, là, ça voudrait dire qu'il faut qu'on laisse des friches, entre guillemets, en tout cas des zones de friches, des zones où on ne va pas venir broyer autour de nos abris pour justement que les populations de pucerons finalement restent un petit peu plus à l'extérieur et le casse-croûte dehors. Oui, que la bagarre ait lieu dehors, ça ne me dérange pas. Au contraire, ça nous arrive même de planter de semer des plantes ou des trucs à l'extérieur, justement pour attirer, pour capter certaines familles de pucerons, pour que les auxiliaires... on a fait différents essais avec ça. Il y a des semenciers qui ont mis au point des mélanges pour attirer les auxiliaires. Bon, par contre, à l'intérieur des semences, il y a aussi des fois des plantes invasives qui sont difficiles à gérer par la suite. Je pense aux escolchias ou aux lotiers, des choses comme ça, qui, une fois qu'on a mis ça sur l'entreprise, c'est pas simple de s'en débarrasser. Donc, s'il y a des vraies bonnes idées, des vraies mauvaises idées. Par contre, je pense que vous avez tous forcément autour de vos fermes des zones, comme tu l'expliques. Bon, très souvent, il y a des passages de tondeuses qui sont faits autour des abris ou à l'endroit où on rentre, mais autour, il y a des zones qui sont laissées, qu'on n'est pas obligé de couper. On va les laisser monter à fleurs, monter à graines. Il se passe forcément plein de choses dans ces endroits-là. Voilà, la présence d'un trou d'eau pas très loin des abris, c'est bien. Il y a beaucoup d'auxiliaires naturels qui passent par la flotte. Certains appellent ça des corridors de biodiversité. On peut les appeler comme on veut. En tout cas, moi je trouve que la parelle et le chardon, qui sont les ennemis des bio, moi je trouve que ce sont des excellentes plantes personnellement, justement. Parce que le puceron noir, où est-ce qu'il va aller en tout premier lieu avant d'aller sur votre concombre? Il va aller sur la parelle qui a juste à l'entrée de la serre et sur le pied de chardon qui est juste à l'entrée de la serre. Et il ne viendra pas sur vos cultures de concombre. Voilà. Le puceron noir, c'est quand même le gros ennemi dont on a du mal à se débarrasser, beaucoup plus que le puceron vert. En tout cas, voilà. La parelle et le chardon peuvent aussi être des amis. En plus, en parallèle sur le puceron noir, c'est que celui-là, il supporte facilement des températures élevées, des climats secs, contrairement à beaucoup de pucerons où il leur faut de l'hygrométrie. Et quand on est à cette époque-là, les auxiliaires qui ont un besoin en hygrométrie très élevé, ils ne l'ont pas, et le cycle, l'équilibre bioagresseur-ravageur se fait beaucoup plus dur, beaucoup plus difficilement. Voilà, on n'est pas rentré dans le... On allait un tout petit peu plus loin. La présence d'un puceron peut induire aussi, sur ce puceron-là, entre autres, la présence de virus aussi également sur les concombres. Je prends l'exemple du concombre, il y en a d'autres, mais souvent c'est en concombre. On dit, tiens, les concombres, ils sont pris un coup de jaunisse, on ne sait pas trop. En fait, oui, c'est un virus qui est transmis par les pucerons. Donc en fait, la présence de pucerons, la détection du puceron, comme le dit Arnaud, il sait de quoi il parle, vraiment l'observation, de savoir où ils sont. On a trouvé les premiers pucerons noirs à l'entrée de la serre, sur la parelle ou sur le chardon. On doit déjà les observer, déjà regarder si leurs ennemis sont présents. C'est notre boulot à nous, bien sûr, de faire ça. Mais en fait, on accompagne la démarche des maraîchers. Mais c'est vrai que très souvent, vous avez tendance à regarder ce qu'il y a à l'intérieur de l'abri. Et des fois, c'est juste à la porte que le problème se présente. Et avant d'arriver dans le tunnel, oui, il arrive d'abord sur la parelle. Et comme je l'expliquais, quand il a eu le temps de faire un cycle sur une adventice avant, quand il arrive sur le concombre, après, il fait mal. Et c'est pas un individu qui arrive, c'est une trentaine ou soixantaine. C'est ça, avec des capacités de reproduction. Quand on dit gestion d'un herbe, c'est pas forcément élimination de l'herbe dans la serre autant qu'on peut à l'extérieur. Ouais, voilà. Après, au contraire, je pense que chaque ferme, à chaque endroit, selon la nature du sol, selon ce qu'il y avait avant, a un intérêt. En fait, nous, on n'a pas le temps de chercher le sur-mesure pour chacun, mais je pense que chacun ici est conscient de l'importance de l'environnement, et de la biodiversité végétale. Mais dès que vous regardez des végétaux, il faut savoir que dedans aussi, il y a même plus d'animaux. Enfin, quand je dis animaux, même d'insectes ou d'acariens qu'il ne peut y avoir de plantes, bien sûr.
Mais on revient au climat. Donc l'abri a un impact important sur la plante, c'est son manque d'endurcissement. Alors l'endurcissement, c'est une réponse que met en place la plante, une réponse physiologique ou même structurelle, face à des petites agressions. Donc par exemple, là il y a du vent dehors, les plantes qui sont toutes frêles, la réponse qu'elles vont avoir au vent, ça va être d'avoir des entreneux plus courts, des tissus plus durs, une plante plus trapue qui résiste, mieux enracinée, qui résiste mieux aux aléas. Il y a des réactions un peu similaires face à divers ravageurs également. Donc une plante qui pousse sous serre, elle a ce qu'il lui faut au niveau, ce qu'il lui faut nutritivement, elle a de la température, de la chaleur, de l'hygrométrie, elle pousse à une allure folle, elle a des tissus très riches, une sève très riche, et donc ça fait que structurellement elle est très fragile. Elle va être très productive, elle va très bien se développer sans problème, mais par contre il ne faut pas perdre d'idée qu'une plante sous serre sera beaucoup plus sensible aux attaques des ravageurs qu'une plante à l'extérieur, parce que voilà, elle offre le gîte et le couvert à tous les ravageurs. Non, les pucerons vont sur toutes les plantes, ils sont comme nous, ils préfèrent les meilleurs morceaux, donc ils vont d'abord aller sur les plus belles. Par contre, les plus belles sont souvent capables de se défendre, donc sur celle-là, ils ne vont pas s'installer. Par contre, celle qui est au bout du réseau, celle qui est à l'endroit où il y a moins de lumière, là, ça va devenir très invasif et difficile de s'en débarrasser. Donc, oui, bien sûr, la population va se développer, mais après, c'est sur certains endroits. Et de toute façon, on reconnaît toujours les endroits, hein. Il y a des endroits plus humides, des endroits plus... moins lumineux, c'est toujours des endroits où une plante va fatiguer et là ça va se développer. Donc ce qu'on dit, voilà, c'est l'abri, c'est un accélérateur de vie de la plante, mais également de tout ce qui tourne autour. Parce que forcément, on évite les écarts jour-nuit, on a toujours une température qui se rapproche de l'optimum thermique des plantes. Donc tout va très vite. On n'a pas toutes les intempéries. Normalement, on n'a pas de ravageurs. Donc tout va très très vite. Mais forcément, vu qu'en se rapprochant des optimums thermiques des plantes, on se rapproche aussi des optimums thermiques de tous les ravageurs. Donc on a aussi des développements exponentiels de toutes les maladies et les bioagresseurs qu'on peut trouver dans la serre. C'est de la théorie, là, mais dans la pratique, quand on va au printemps chez les producteurs, des fois il est sur son tracteur, l'abri il est fermé. On lui dit on va aller faire le tour, on arrive, il fait très chaud dans l'abri, donc on va lui dire ouvre, il dit oui mais j'ai déjà ouvert tout à l'heure, mais après il y a eu une averse et il faisait froid, donc je suis obligé d'arrêter mon tracteur pour retourner fermer, je ne peux pas faire que ça. Souvent on entend ça, mais à la limite c'est vrai que dans les deux cas il a faux quoi, en fait, hein, parce que si ça reste fermé c'est pas bon, dedans ça va couver, on va avoir des champignons, des pucerons. S'il laisse ouvert, il va faire plus froid, mais je pense que quand même, malgré tout, l'aération, c'est tout le temps ce qui pêche, quoi. On est tout le temps confronté à ça. Alors après, de l'autre côté, il me dit, ouais, mais je veux avoir de la chaleur pour garder de la vitesse, pour que ma plante se développe. J'entends, mais c'est vrai que ce compromis est difficile à trouver, parce qu'en fait, ce qui est valable à un moment, voilà, c'était le cas tout à l'heure, il faisait chaud, là il y a un nuage qui passe, il fait beaucoup plus frais. Dans la serre, c'est la même chose, mais en début de saison, c'est vraiment très 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 important ce truc-là, hein. Vraiment, mais je sais pas, il y a des solutions, il faut mécaniser, il y a des choses maintenant qui... Non, tu laisses ouvert. Voilà, tu laisses ouvert et puis voilà. Mais tu perds en précocité, mais... Tu peux perdre 10 ou 15 jours de précocité, mais au moins tu auras une culture qui arrivera jusqu'au bout et sur laquelle tu auras du produit. Si au bout de 15 jours de production de concombre, il est blindé de pucerons noirs et tu as tout à arracher, tu as tout perdu. Donc la prétendue précocité que tu as voulu gagner, tu l'as perdue en productivité. Donc il vaut mieux, je pense qu'il vaut mieux surventiler que moins ventiler. Et en plus, ça fera une culture plus dure. Tu parlais de plantes tendres, ça te fait une culture qui est plus rêche, quoi. Voilà. Et sur lequel le puceron est moins intéressé. En tout cas, c'est plus difficile pour lui, quoi. Voilà. Ok, ouais, ceci confirme cela, c'est bien. Non, mais les entrées de tunnels sont des endroits, quand ça bouge, que c'est venté, que ça prend un peu l'eau, que ça bouge, ouais, les pucerons ils ont du mal à s'installer là, ouais, c'est sûr. Si c'est bien tendre, bien tranquille, ouais, là ils s'installent, hein.
On n'a pas évoqué les familles, hein. On parle de pucerons, on parle de... Bon, c'est le puceron, éventuellement toujours sur le concombre, mais bon, les punaises peuvent nous embêter, les alrodes peuvent nous embêter également, les acariens, après sur les cultures d'été, on va peut-être en parler après, mais on n'était pas là pour faire non plus la liste de tous les emmerdeurs qu'il y a à l'intérieur d'une serre, hein, parce qu'on aurait pu faire une formation un petit peu plus longue à ce moment-là. Donc voilà. Donc, et aussi, donc si on gère bien le climat vis-à-vis de la plante, on se rapproche, voilà, on favorise on peut favoriser le développement rapide des bioagresseurs. Mais à contrario, si on gère mal le climat et qu'on se retrouve dans des conditions extrêmes, donc chaud, humide, chaud, sec, bah là, on a des bioagresseurs qui se développent qui normalement ne seraient même pas apparus de l'année, quoi. Tous ces bioagresseurs qui sont latents sur des plantes qui attendent justement d'avoir ce climat-là pour se développer et qu'on leur tend sur une assiette. Il faut aussi comprendre, comme il expliquait, qu'un puceron noir sur une parelle, son impact il est limité parce qu'en fait, comment expliquer ça ? C'est une plante endémique. Un concombre, une aubergine, une tomate, c'est pas des plantes forcément endémiques du terroir breton, quoi, en fait. Hein. C'est des plantes qu'on a exotiques entre guillemets, qui ont été amenées, et on doit gérer cet exotisme. Le puceron noir, quand il tombe sur le concombre, c'est pas le même impact. Même s'il est capable d'enrouler les feuilles de parelle, il va rarement les faire crever. Par contre, s'il se met sur le concombre et qu'il se développe bien, oui, il est capable de le faire crever. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre aussi que la nature même des plantes qu'on a mis les fragilise. Elles sont pas dans un environnement qui est le leur au départ. Il faut le comprendre quand même. Donc là, c'est un peu comme le tableau tout à l'heure sur les optimums thermiques des plantes. C'est ceux des 3-4 principaux champignons qu'on rencontre sous serre. Donc on le voit, au printemps, on peut très vite arriver pour le mildiou qui peut commencer à se développer, enfin voire en dessous de 13 degrés, mais entre 13 et 25, c'est à peu près sa fourchette optimale. On peut vite arriver à 90% d'hygrométrie et 20 degrés sous la serre. On l'a vu cette année, par exemple. Voilà, donc il y a l'oïdium qui est plutôt une problématique d'été dans les abris froids, qui se développe. Il peut commencer à se développer à des hygrométries très faibles, avec des températures un peu plus élevées. Donc voilà, après, selon le botrytis, c'est plutôt un champignon qui se développe sur les plaies de taille. Donc voilà, quand il fait chaud, humide, il pleut dehors, on se dit on va aller cueillir, on va aller tailler les tomates. Au final, non, il aurait peut-être pas fallu, parce que dans l'abri, on a du climat botrytis. Les champignons, c'est pire que tout ce qu'on peut évoquer avec les bioagresseurs. Hein. Quand je parle des insectes, c'est une problématique. Hein. Les champignons, c'est autre chose. Hein. Une attaque de botrytis, ou on parlait du mildiou, comme on l'a écrit, du Phytophthora, une attaque sur une culture en un week-end, si vous n'avez pas repéré, comme tu disais, c'est le ménage complet. Hein. On a vu des attaques sur des serres de tomates encore cette année, où c'était mignon quand même. Hein. Donc en fait, comme il n'y a pas de produit homologué pour arrêter, il n'y a que du préventif pour durcir, c'est compliqué après derrière à rattraper. Hein. Donc voilà, pareil pour le botrytis, quand elle évoque un climat chaud humide ou un temps couvert, de la pluie, on fait des plaies sur la plante quand on effeuille. Oui, c'est des conditions qui sont favorables au développement des champignons. C'est vraiment très important d'avoir un œil là-dessus. Moi, je vois cette année, par rapport au mildiou, les tunnels de tomates qui ont été attaqués, globalement, les débuts d'attaque ont commencé dans les bouts de tunnels, très mal ventilés, souvent à proximité d'une haie. Donc il y a de l'ombre, il n'y a pas de ventilation, il fait frais, il y a de l'humidité. Donc voilà, l'importance de la ventilation et de l'aération pour gérer tous ces pathogènes. Un autre tableau pour certains, les principaux bioagresseurs qu'on sous abri. Les pucerons, les alerodes, les thrips, les acariens. Donc le puceron qui est vraiment la problématique de printemps. Parce que des 25 degrés, 80% d'hygrométrie, c'est plutôt au printemps. Et avec ce qu'on disait des jeunes plants.
En plus, les pucerons commencent, c'est ce qu'on se dit, ils commencent à se développer sous serre, alors que dans la nature, les auxiliaires, le cortège d'auxiliaires n'est pas encore réveillé. Donc ils peuvent se développer tranquillement en attendant les auxiliaires. Après, pendant l'été, malgré qu'on peut avoir tous les auxiliaires qui soient réveillés et actifs et bien développés, là, c'est plutôt un problème climatique, parce que forcément, on se retrouve avec des climats plus secs, qui est moins favorable à la plante, et donc les ravageurs se développent très facilement dessus. Et pour continuer justement vis-à-vis de certains auxiliaires, ils ont des besoins en hygrométrie quand même assez élevés. Juste une petite précision, là, la diapo d'avant, c'est des bioagresseurs, hein, ce que nous on appelle bioagresseurs. Les pucerons, tout le monde connaît. L'alrod, c'est une petite mouche blanche, hein, ceux qui en ont fait l'expérience, ils savent exactement de quoi je parle, qui produit aussi beaucoup de miella, qui fait une fumagine, les fruits deviennent noirs et collants. C'est une bestiole qu'on commence à voir de plus en plus dans les abris froids, même chez les particuliers. On a des appels même de particuliers qui, dans des petites serres, commencent à être embêtés avec cet agresseur-là. C'est compliqué de s'en défaire une fois qu'on l'a. C'est des techniques qu'on met en place pour empêcher qu'il se développe, mais une fois qu'il est là, le faire repartir. Le trip, c'est un petit peu la même chose. Moins connu en maraîchage. Moins connu, puisque en fait, il freine au niveau de la commercialisation, parce qu'il a surtout tendance à déformer les fruits, en fait. Donc, en fraise, par contre, il peut être fraise. très très problématique. Parce qu'il se nourrit de là, il se nourrit pas forcément de pollen, mais en fraise, il se nourrit dans les fleurs de pollen et les fraises se développent pas, tout le pollen est consommé. Et le tétranique, hein, l'acarien, l'araignée rouge. L'araignée rouge, ouais. Alors elle, dès qu'il fait chaud et sec sur les aubergines, c'est un grand classique. En tomate aussi, mais en abri froid sur aubergines, là, ça se développe très très bien, ça marche très bien. Et d'ailleurs, l'identification de la problématique est toujours très très tardive. Très souvent, on pense que les plantes, elles sont décolorées par un manque de quelque chose, une carence, on nous dit un coup de soleil, enfin voilà, mais on ne se trompe pas, hein, il y a des caractéristiques vraiment marquantes et c'est ce qui fait qu'on ne s'en inquiète pas et on les laisse. Et comme l'acarien a tendance à... Enfin, je veux dire, il attend qu'un véhicule pour se promener, c'est les gens en passant et si la zone est mal répartie, mal repérée, on en emmène partout, quoi, en fait. C'est vrai que c'est une petite bestiole. Là, on voit les amas qui sont au-dessus d'une tête de concombre. Dans la petite boule orange, je sais pas, il y a au moins des milliers d'acariens. Enfin, c'est vraiment des tout petits insectes, donc... Enfin, pas des insectes d'ailleurs, vraiment des petits arachnides. Donc c'est pas le ravageur qu'on voit, c'est le symptôme tout le temps. C'est ça. Et le symptôme est souvent mal diagnostiqué. Ouais. C'est ça. Donc du coup, quand on nous appelle en disant il y a quelque chose dans les aubergines, mais bon, on le sait qu'avec le puceron noir de concombre et l'acarien sur aubergine, c'est une des deux problématiques très très marquées que nous on fait ressortir de l'agriculture, du maraîchage sous abri en bio. C'est vraiment les deux points difficiles à gérer tout le temps. Une fois que ces deux points-là sont gérés, déjà, c'est plus intéressant après. La diapo d'après, ce qui est intéressant, ce qu'il faut peut-être expliquer quand même, c'est que toutes ces bestioles ont des ennemis naturels et c'est leur présence qui va le limiter. Alors quand Azélie montre les différentes conditions climatiques de chaque auxiliaire, là, il faut comprendre qu'il n'y a pas un auxiliaire, il y a un auxiliaire spécifique pour chaque bestiole, mais son identification et sa mise en place ou son développement à l'intérieur de l'abri, là on est sur des tailles encore plus petites que l'autre, hein, donc voilà, c'est difficile à visualiser. C'est pour ça que je veux dire, quand vous montre les photos, vous pouvez difficilement vous dire une bestiole comme une encarsia, j'en ai pas vu cette année, hein, c'est normal que vous n'en avez pas vu si vous n'avez pas regardé avec une loupe, hein. Voilà. Oui, c'était l'exemple du puceron noir. Donc là, le Aphidus colemani, donc c'est celui-là. C'est le parasite type du puceron noir, enfin le parasitoïde type du puceron noir. Et donc lui, il lui faut 80% d'hygrométrie et des températures autour des 20 degrés. C'est rare d'avoir ce climat-là sous serre en plein été. Donc voilà, c'est vraiment pour prendre conscience, il y a toute une gamme d'auxiliaires qui peuvent être présentes spontanément dans la serre, mais qui n'ont pas les conditions optimales pour se développer et qui n'arriveront pas naturellement à gérer les populations de ravageurs. C'est ça. Le truc, c'est ça, c'est que le bioagresseur a des conditions. La plante a des besoins climatiques, le bioagresseur a des conditions climatiques et l'auxiliaire a aussi des besoins climatiques. Donc nous, on connaît
un peu quand même les insectes liés à l'agriculture, hein, bien sûr, il y en a plein qu'on ne connaît pas, heureusement, mais on connaît surtout quand même les insectes liés à l'agriculture et aussi les besoins de ses ennemis. Repérer leur présence pour pouvoir après expliquer comment favoriser ça. Est-ce que c'est un bon, est-ce que c'est pas un bon, déjà c'est important. Ma collègue évoquait le parasitoïde. Alors le parasitoïde, pour ceux que ça intéresse, en fait, c'est que tous les ennemis des insectes ne sont pas des prédateurs. Un prédateur, c'est comme un chat qui attrape une souris, il la prend, il la mange. Un parasitoïde, c'est une bestiole qui se sert du corps de l'animal. Elle n'a pas la capacité de porter ses propres œufs ou ses propres petits, elle les met dans le corps d'un autre animal ou dans le stade larvaire d'un autre animal. Donc à ce moment-là, dans le cas de celui-là, il vient pondre dans le corps de Apis gossypii, qui est le puceron du concombre. Enfin, c'est pour des petites... S'il y a des gens que ça intéresse d'aller un peu plus loin, vous venez me voir après. Ouais, donc globalement, dans les organismes spécifiques, il y a les prédateurs, tous les parasitoïdes. Après, on va sur des champignons, entomopathogènes aussi. Mais c'est les deux grands groupes, vis-à-vis des insectes, c'est les deux grands types d'auxiliaires qu'on peut trouver. Les prédateurs et les parasitoïdes. Donc il y a les organismes, parmi les autres organismes bénéfiques, il y a forcément aussi tous les pollinisateurs. Et donc là, les pollinisateurs, eux aussi, ont aussi des exigences. Alors pas forcément hygrométriques, là, dans le cas du bourdon, mais plutôt de température. Le bourdon, il y a énormément d'espèces de bourdons, mais les premiers commencent à voler autour des 5 degrés, mais à partir de 25 degrés, c'est souvent les abeilles qui prennent leur lait. Les bourdons, on ne les voit plus, parce qu'ils sont en train de ventiler leur essaim pour diminuer la température autour du couvain. Donc tous ces pollinisateurs auront du mal à rentrer ou à se maintenir sous les abris s'il fait un cagnard et s'il fait un gros cagnard. Après, il y a aussi la qualité du pollen qui est très très importante à prendre en compte. Une plante produit un pollen de qualité dans une fourchette de température et dans une fourchette hygrométrique. Quand il fait trop sec, les organes de reproduction sèchent. Quand il fait trop humide, le pollen colle et ne se détache pas. Et vis-à-vis de la température aussi. Donc des fois, on peut avoir une bonne température, mais l'hygrométrie n'y est pas, et la fécondation ne se fait pas, il n'y a pas de fructification. Oui, voilà. Donc la présence d'un pollinisateur, on a pris l'exemple du bourdon, parce que c'est celui qui est utilisé en général sur fraises, courgettes, tomates. Des fois, le bourdon est là, mais il bosse, on le voit, mais en fait, on se dit, ça n'a pas fécondé, mais les conditions climatiques, comme l'expliquait Azélie, c'est il faut que le pollen soit bon pour que le bourdon puisse agir, mais c'est aussi des bons indicateurs pour nous dire, le pollen n'est pas bon, nous, quand on est dans une serre, qu'on voit les bourdons qui se promènent, mais que la fécondation n'a pas lieu, on essaye d'observer à côté de la ruche, quand ils reviennent, s'ils ont du pollen sur les pattes, s'ils n'en ont pas. S'ils n'ont pas de pollen, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à en prendre. Pourquoi ? Parce qu'il est sec ou parce qu'il est trop humide. Ça nous donne déjà des indications. Si au contraire ils ont du pollen, mais que ils ont du pollen sur les pattes, mais que la fécondation n'est pas bonne, c'est peut-être qu'ils ne sont pas assez nombreux. Enfin, ça nous donne aussi des indications sur où en est la plante dans la production du pollen et dans la fécondation. Et bien sûr derrière la fructification, parce que là on parle beaucoup de pollinisation, mais derrière c'est la présence du fruit qui est derrière le pollen, la pollinisation. Et même parce que là, si on prend l'exemple de la tomate, la tomate peut se féconder elle-même juste par le biais du mouvement. Ça ne suffira pas si on ne se situe pas dans ces fourchettes-là. Donc il y a beaucoup de plantes qui n'ont pas un besoin strict d'avoir un pollinisateur qui vienne butiner leurs fleurs. Donc on peut se dire tant pis, on fait pas. Mais c'est pas suffisant de laisser la plante se débrouiller toute seule si elle n'est pas dans le bon environnement. Et comme on l'évoquait aussi, ça va vite. Puis un bouquet, ça va très vite. Il ne faut pas rater les étapes. Voilà, mais ça c'est l'exemple typique. Une plante dans la nature, en fait, on peut avoir deux populations. En haut, le tétranique, c'est-à-dire c'est l'agresseur, c'est celui qui va piquer la plante dans la tête de la plante pour prélever de la sève, pour se nourrir et se développer. Et en bas, là c'est Phytosellus, c'est son ennemi naturel, c'est une autre araignée qui le bouffe. Mais lui, il a besoin de plus d'hygrométrie, donc en général, il vit plus bas sur la plante. Donc le tétranique, comme je l'expliquais tout à l'heure brièvement, il ne peut pas se déplacer. Donc il essaye toujours de migrer vers la tête en espérant qu'il y ait un bourdon, quelque chose qui passe, des mouches, j'en sais rien, un oiseau, quelqu'un, et il va en profiter pour aller voir un petit peu plus loin pour se déplacer.
Le phytozélus, le soir, quand il fait plus humide ou que la nuit tombe à l'extérieur, il va monter. Lui, quand les conditions climatiques lui seront plus favorables, il ira au casse-croûte là-haut manger les tétraniques, puis il redescendra au matin quand il fera sec. Donc dans la nature, autour de chez vous, comme on l'évoquait tout à l'heure, ce petit principe avec deux populations, une d'agresseurs, une d'auxiliaires, elle est très présente. Sauf que c'est les conditions climatiques qui vont permettre à l'un de monter, de descendre. Très souvent, les auxiliaires ont besoin de plus d'hygrométrie, de moins de chaleur. Donc c'est pour ça que les aleurotes, les acariens ont toujours tendance à se mettre en tête des plantes et les auxiliaires toujours un peu en retrait. C'est pour ça qu'on évoquait tout à l'heure le fait des bassinages sur les plantes, ramener de l'hygrométrie, faire attention à cette gestion. Si on est dans une serre où il fait très sec, on comprend très facilement que les acariens vont rester en tête et les auxiliaires vont rester en bas de plante. Donc du coup, on n'aura jamais un contact entre les deux. On n'arrivera pas à régler ce problème dans le sens où on aura des auxiliaires, ils seront présents, ils seront en dessous, mais les autres sont toujours en tête puisque les conditions dans l'abri sont trop secs et on ne permet pas à son ennemi naturel de monter. Donc là en haut, elle a montré l'optimal hygrométrique et de température. Il faut bien comprendre que ce système-là, c'est extrêmement la plante va pousser, va faire une jeune pousse. C'est normal que celui qui bouffe la plante, il a besoin d'aller sur la jeune pousse, c'est plus tendre. Donc il va toujours rester à l'apex de la plante, c'est là qu'il y a le plus de sève, c'est là qu'il y a le plus de nourriture pour lui. L'autre, il va rester un peu en retrait, il ira casser la croûte quand le climat va bien lui permettre. Et ce système-là, il est extrêmement fréquent. Nous, les auxiliaires, ils sont toujours bas sur la plante. C'est pour ça qu'on va toujours dire, il ne faut pas trop effeuiller, il faut faire attention à ceci, il faut faire attention à cela. Par contre, en tête, parce que les problèmes sont souvent en tête et les solutions juste en dessous. Sauf que si on élimine les solutions, on ne se retrouve plus qu'avec le problème. C'est pas forcément une explication, mais c'est pour montrer souvent comment ça se passe en fait dans la réalité, quoi. Non, et puis si on rectifie pas la donnée hygrométrique, la tête de la plante elle va être cramée en une semaine et c'est fini, il y aura plus de culture pour la fin de l'année. Pour gérer au mieux ce climat, déjà, ce qu'il faut réfléchir, c'est au moment de l'installation de l'abri. Où est-ce qu'on le met ? Bon, il faut éviter les zones trop exposées au vent dominant, mais forcément, il faut quand même les mettre dans un endroit où il y a un peu de ventilation pour qu'il y ait de l'air qui pénètre dans la serre, qui permette d'assécher les feuilles, qui permette de limiter tout ça. Éviter la proximité des grands arbres d'un point de vue ombrage et d'un point de vue aussi hydrique. C'est vrai que quand on est trop proche, c'est bien d'être proche d'une haie, mais quand on est trop proche, les racines vont rapidement arriver sous la serre et vont pomper énormément d'eau. Donc on peut avoir des plantes chétives dans ces bouts de serre-là. Et comme on dit, après, qui sont susceptibles à toutes les attaques. Ça commence souvent par ces plantes chétives. Anticiper le type de sol, c'est vrai que c'est important. Pas forcément la composition du sol, mais plutôt sa réaction vis-à-vis de l'eau. Si c'est plutôt un sol hydromorphe ou un sol séchant. Pour forcément penser à toute la gestion de l'arrosage après. Bon, ce qu'on disait, thermomètre, hygromètre, c'est presque indispensable. Même par simple curiosité de savoir où est-ce qu'on est. C'est pas évident d'appréhender l'hygrométrie qu'il fait dans un abri, même la température des fois. Donc pas forcément en mettre un dans tout le dessert, mais un par-ci par-là pour avoir une zone témoin, c'est quand même c'est presque nécessaire. Donc après, c'est dans toutes les pratiques culturelles qui peuvent aussi limiter le développement des bioagresseurs en améliorant le climat. Les feuillages, c'est très important. Souvent, au bout de quelques mois, on se retrouve avec des feuilles toutes jaunes en bas de plante qui ne servent à rien, qui ne font plus d'apport photosynthétique à la plante, qui peut-être même des fois ont tendance à tirer de la sève alors qu'elles n'en ont pas besoin. Donc ces feuilles-là, globalement, pour la plante, elles ne servent à rien. Donc on peut les enlever. Et en plus, ça favorise une meilleure aération de l'abri en passant sous les plantes. Donc on sèche les plantes. On sèche les plantes tout simplement. C'est vrai que c'est très important parce que sinon on peut se retrouver avec des développements de champignons, des champignons souterrains mais même ça peut être aussi effeuiller la plante au milieu. Enfin, si on a une plante très trapue, c'est lui enlever une feuille de temps en temps pour avoir une meilleure circulation de l'air dans la plante.
permet aux fruits de mûrir aussi, quand ils voient mieux la lumière, bien sûr. Mais bon, après ça, c'est un autre débat. Oui, après, oui, il y a plein de. Enfin, c'est vrai que les feuillages, les feuilles pompent énormément d'éléments minéraux qui ne seront pas redistribués aux fruits. Donc, c'est toujours important aussi de garder en tête, enfin, juste là d'un point de vue culturel, l'équilibre feuilles-fruits selon le système dans lequel on est. Donc, l'aspersion pour amener de l'hygrométrie, c'est très important. Alors que là, cet été, par exemple, il a fait chaud et sec quasiment pendant 2 mois. On aurait pu faire des aspersions 2 à 3 fois par jour, des micro-aspersions d'1 à 2 minutes tous les jours. C'était pas un problème. Les plantes n'auraient pas été malades parce que faire des micro-aspersions. Alors ça, il faut faire attention parce que forcément, faire des micro-aspersions, il faut se dire qu'il faut que ça ait le temps de sécher avant qu'il fasse nuit. Donc globalement, les aspersions, on les fait en fin de matinée, début d'après-midi. Après, ça devient un peu trop risqué. Et ça permet aussi de ramener de l'eau au moment où il fait le plus chaud et le plus sec. Donc c'est ce qu'on dit, c'est vraiment le moment le plus chaud et le plus sec qu'il faut essayer de limiter. Donc en ramenant un peu d'eau, on fait chuter la température de 2-3 degrés, même voire plus des fois en un quart de seconde, et on ramène de l'hygrométrie au moment où il fait le plus chaud. Le blanchiment des abris, c'est vrai il y a des régions qui le font systématiquement, il y en a qui le font jamais. Et c'est vrai qu'on peut quand même perdre quelques degrés et puis forcément l'hygrométrie aussi qui permet d'être réélevée. Ouais. Et après, toute la gestion des bords de serre, mais là c'est plutôt dans le sens réservoir des bioagresseurs qu'on peut avoir dans les mauvaises herbes. Ouais. Ouais, et puis souvent, c'est vrai que là, vis-à-vis de la condensation au printemps, si elle ne retombe pas directement, elle suit la paroi et toute l'eau se retrouve au même endroit. Et voilà, c'est vraiment sur le bord de serre qui est le plus difficile à mécaniser en plus, où on a globalement les premières attaques. Et quand vous débarrassez les serres après une culture, de toute façon, les agresseurs qui sont dessus vont pas loin, hein. Ils vont à la porte de la serre, on les voit très régulièrement, ils sont juste à côté, ils attendent qu'une chose, c'est que vous remettiez une culture à l'intérieur pour revenir à nouveau. Donc, du coup, notre présentation est finie. C'était... par contre, c'est des petites photos tout simplement pour dire que quand on a un environnement qui est assez stable, assez riche, on peut avoir, un climat, on peut avoir des insectes pollinisateurs ou des insectes auxiliaires qui arrivent tout seuls et qui se sentent bien dans l'abri et qui y restent. Sinon, dès qu'il fait trop chaud, tout le monde s'en va, tout le monde sort de l'abri. Plus des gestions de population qu'on cherche toujours à avoir sur le végétal, une gestion de population. Après, on a absolument besoin d'avoir un climat, c'était l'objet de l'intervention qu'on avait évoquée avec Arnaud. C'est surtout cette gestion du climat, on a besoin d'avoir un climat pour pouvoir installer une vie sur les végétaux. Les plantes ne peuvent pas se sauver, elles restent là, donc elles endurent le climat tel qu'il est. Les bestioles qui sont dessus, elles peuvent se déplacer, sortir, revenir. Elles ne sont pas liées, vraiment attachées au sol. Après, évidemment, si on peut garder les bestioles sur les plantes, à ce moment-là, on peut installer un équilibre de population sur les plantes cultivées. Mais ça sous-entend quand même qu'on ait des règles et qu'on les respecte à l'intérieur d'une échelle de climat. De toute façon, on ne pourra pas s'épargner les ravageurs. Non. La nature ne supporte pas qu'il y ait 300 mètres carrés d'une seule culture. C'est quelque chose qu'on ne peut pas rencontrer à l'extérieur. Donc forcément, il va y avoir toute une armée de champignons, de réponses qui va être là pour tuer certains sujets pour laisser la place à d'autres, pour qu'il y ait un environnement plus riche. Donc les ravageurs sont forcément là. C'est ça, c'est l'équilibre. C'est la recherche d'équilibre, même d'un point de vue végétal. Donc forcément, l'idée c'est d'avoir une... le premier point, c'est vraiment une plante en bonne santé. Et du coup, une plante en bonne santé, c'est aussi un sol en bonne santé, un sol équilibré. Vous nous avez pas parlé alors vous avez parlé de l'irrigation pour la gestion de l'hygrométrie, mais l'irrigation aussi, en termes d'itinéraire culturel, de besoin des plantes, de bon développement de la plante, vous n'en avez pas trop parlé de ça. Et puis tout ce qui est fertilisation. On parlait d'équilibre, là, ça participe quand même vachement au...
c'est d'abord le climat qui, comme on l'a évoqué, qui est important, mais derrière, bien sûr, ça sous-entend que le maraîcher, il arrose, bien sûr qu'il a mis de quoi nourrir la plante, mais même s'il a mis ça, si le climat si on ne fait pas attention au climat, ça ne sera pas assimilé, la plante ne sera pas bien, voilà. Quand je parlais d'arrosage, c'est la mesure de l'arrosage. Parce que arroser une plante, certes, mais si tu lui arroses trop, tu lui ramènes de la fraîcheur parce que l'eau est porteuse d'une température. Au printemps, elle est froide, elle ramène du froid dans le sol. Un moins bon développement racinaire, une plante qui se fragilise. Un excès d'hygrométrie en plus, de toute façon derrière. Et puis la fertilisation qui est quand même le cœur du sujet. C'est-à-dire il nous faut une plante qui se développe, qui produit. Mais il ne faut pas non plus une plante qui soit trop sensible, qui se gave d'azote et qui ne soit qu'un véritable bonbon sur pied pour un puceron qui lui cherchera à lui sucer la sève, à lui sucer l'azote, quoi. Vis-à-vis de l'irrigation, il faut être très très régulier et vraiment connaître les besoins en fonction de son sol, en fonction du stade de la culture, pour apporter vraiment l'eau nécessaire. Parce que comme dit Arnaud, si on apporte trop d'un coup, on va avoir une asphyxie racinaire, il y a la moitié du chevelu racinaire qui va mourir. Bon, pendant un certain temps, on n'arrose plus, et après on re-arrose d'un coup, il y a la moitié des racines qui sont mortes, l'eau n'est pas pompée, l'eau va encore stagner. Donc c'est vraiment, il faut arroser régulièrement et en bonne quantité. Et les premières conditions, c'est que, comme on l'évoquait, qu'on ait des plantes en bonne santé. Une fois que la plante est en bonne santé, après on peut commencer à faire une recherche d'équilibre de population dessus. Mais bien sûr, d'abord des plantes en bonne santé, donc du plant bien, dans des serres bien préparées. C'est pour ça qu'on évoquait les adventices. C'est sûr, s'il y a de l'air partout, on va aussi avoir d'autres problèmes. Mais une serre préparée, du plant bien, c'est déjà un sol réchauffé. Enfin voilà, une fois un bon démarrage du plant, une fois qu'on a ça. Après, l'itinéraire, c'est le début de l'histoire. Après, nous, c'est là qu'on commence à travailler, nous. Donc voilà. Mais on revient sur la base, parce que si le climat n'est pas géré, voilà.